Eh, 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 it's okay. Huh. Eh, Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur rewmi.com. Ravi de vous retrouver. Ravi aussi de recevoir sur ce plateau le secrétaire général du Parti indépendant et démocratique, également un des responsables de la mouvance présidentielle aux Parcelles Assainies, Mamadou Yaya Wane. Bonjour. Bonjour Fatia Ngom, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, discuter avec vous sur des questions d'actualité de l'heure. Voilà, merci. Je voudrais ajouter, je suis secrétaire général du PID, je suis membre de Benno Bokk Yakaar, membre de la mouvance présidentielle au niveau des Parcelles Assainies, mais je voudrais aussi ajouter membre du cercle des amis de Macky Sall. Oui, alors Monsieur Wane, actualité oblige, nous démarrons avec l'arrestation du président de Urgence panafricaniste pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA en public lors d'une manifestation tenue le 19 août dernier au niveau de la place de l'Obélisque. Cela renseigne un peu du degré d'engagement de jeunes citoyens sénégalais dans la lutte contre le franc CFA. Et la position de l'État semble être le contraire. Vous, quelle est votre position par rapport à cette lutte contre le franc CFA que mènent beaucoup de Sénégalais aujourd'hui? Bon, c'est relatif. Quand vous me dites que beaucoup de Sénégalais mènent la lutte contre le franc CFA, je fais partie des Sénégalais et je ne lutte pas contre le franc CFA. Donc l'arrestation de Keba Seba, je pense que c'est une chose normale. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un Sénégalais ou bien une autre personne de quelque nationalité qu'il soit prenne un billet de 5 000 francs ou de 1 000 francs et de brûler. Je crois que ça c'est un délit extrêmement grave. C'est très grave et je crois que cette action, que ce soit la BCEAO ou autre, devrait poursuivre, continuer de la poursuite et de poursuivre. Parce que là c'est extrêmement grave, c'est un délit très grave. Maintenant on peut comprendre, on peut être contre le franc CFA. Et généralement, ceux qui sont contre le franc CFA, c'est un mouvement qui commence à naître, évidemment. Et c'est un mouvement politique. Qu'on dise, mais je ne vois pas encore un mouvement économique. Politique ou panafricaniste, ce sont des jeunes engagés qui n'ont rien à voir avec la politique. Hein? Si. Je crois que panafricanistes, mais également, parce que ce n'est pas tous les panafricanistes qui brûlent de l'argent, qui brûlent un billet de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Moi, je pense que c'est un mouvement politique. Il faut oser le dire. C'est un mouvement peut-être parrainé par des hommes politiques qui, au lieu de s'exprimer, utilisent des jeunes garçons à lutter contre le franc CFA, alors que sur le plan économique, je crois qu'il y a un combat à mener et que ces gens, je crois que doivent se raviser. Et en tout cas, ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave et je crois qu'on doit le poursuivre et le punir. Vous pensez que le Sénégal doit avoir sa monnaie et arrêter d'utiliser le franc CFA ou vous pensez le contraire? Non, je pense que les gens sont très pressés. Je crois qu'aujourd'hui, dans un an ou dans un an et demi, il y aura une monnaie commune de la CEDEAO. Donc, pourquoi se précipiter? Patientons et c'est vrai. Il y a certains qui sont contre que le franc CFA soit animé par la France ou par l'euro. Mais aujourd'hui, je crois que les gens doivent patienter. Dans un an, maximum un an et demi, aujourd'hui, on aura une monnaie commune, une monnaie de la CEDEAO. Et même le Nigeria en fera partie, d'autant plus que le Nigeria est la plus grande puissance, évidemment, au niveau de la CEDEAO. Il en fera partie et je crois qu'en ce moment-là, nous serons très forts et les gens aviseront. Donc, je crois que ce n'est pas le moment de poser un faux débat, parce que moi j'appelle ça un faux débat, dire que je suis contre le franc CFA, il faut tout de suite, ici et maintenant, changer de monnaie. Je pense que c'est un faux débat. Et là aussi, ce qui est extrêmement grave, que des jeunes, soi-disant panafricanistes, soient utilisés pour mener ce combat-là. Donc. Mais peut-être ils n'ont plus espoir par rapport à cette volonté-là politique de ne plus utiliser le CFA. Quand on entend par exemple le président français Macron inviter les chefs d'État qui veulent garder la monnaie à ne plus la critiquer et ceux qui n'en veulent plus à sortir justement de cette zone-là, est-ce que cela donne l'espoir que les choses vont changer dans un an ou un an et demi, comme vous le dites? Oui, ça va changer dans un an ou dans un an et demi. Je crois que ce que le Français ou bien le président français puisse penser, ça, ce n'est pas le problème de nous, Africains. Nous, Africains, nous sommes assez conscients, nous sommes même solides
par rapport à ces questions-là et nous ne serons pas évidemment divertis par des propos de n'importe quel Français, hein, n'importe quel Français. Donc aujourd'hui, je pense que très sincèrement, très sérieusement, l'Afrique, d'une manière générale, commence à prendre conscience de sa puissance, hein, il faut le dire. Et dans 1 an et demi, les choses vont changer. On aura une autre monnaie. Et ça va changer beaucoup de rapports. Les rapports entre l'Afrique et l'Europe, les rapports entre les différents continents, si vous voulez. Et on verra que l'Afrique, sans ces gens-là, évidemment, pourra aller toute seule. D'accord. Un autre Sénégalais est arrêté. Il s'agit d'Assane Diouf, qu'on ne présente plus. Alors, dans cette affaire, l'État du Sénégal est accusé d'avoir dénoncé Assane Diouf en tant que terroriste, ce que beaucoup n'ont pas apprécié. Vous, en tant que membre de la mouvance présidentielle, pouvez-vous nous parler un peu du degré d'implication de l'État ou des autorités dans cette affaire dite Assane Diouf? Vous savez, je suis encore c'est vrai, je suis membre de la mouvance présidentielle, mais ça ne veut pas dire que je suis dans l'État. Et vous en parlez entre vous, non? Bon, mais par contre, je peux donner mon opinion personnelle sur la question. Vous n'avez pas une idée du degré de l'implication ou de la responsabilité, disons, de l'État dans cette affaire? Qu'est-ce que l'État a fait pour que Assane Diouf soit arrêté? Si, je crois que je peux dire quelque chose alors. Hein. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire que l'État a décidé ceci ou l'État a décidé cela. Mais par contre, il y a beaucoup de choses quand même que nous pouvons dire concernant ce cas, le cas Assane Diouf. Je crois qu'Assane Diouf, moi plutôt, il m'inspire de la pitié. Voilà un Sénégalais qui a quitté d'autres pays, je crois en 2001, qui a vécu pendant 16 ans aux États-Unis, et pendant 15 ans au moins, on ne l'a pas connu. C'est déjà temps tout simplement qu'on entend parler d'Assane Diouf, et on peut se poser beaucoup de questions. Moi, le cas Assane Diouf, je pense que c'est quelqu'un quand même qui est irresponsable, hein, irrespectueux également, et insouciant, parce qu'on ne peut pas être dans un pays étranger, prendre je ne sais pas quel organe, insulter des gens. Jusqu'à ce qu'on se nomme instituteur de la République. Je pense que ça, c'est un cas extrêmement douloureux. Les gens doivent se pencher très sérieusement sur l'homme Assane Diouf. Pourquoi il l'a fait? Et je me pose des questions. Moi, je pense que aujourd'hui, cette question devrait être saisie par les psychanalystes. Les psychanalystes essaient de voir la personne de l'homme Assane Diouf. Je ne suis pas scandalisé, je ne sais pas de le scandaliser, mais vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne-là. D'abord, deux choses. D'abord, la première chose, est-ce qu'il est fou, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il jouit de toutes ses facultés mentales, hein? C'est une question. S'il jouit de toutes ses facultés mentales, pourquoi il utilise des médias, hein, pour insulter les institutions de notre République? Les réseaux sociaux pour insulter le président de la République, pour insulter les marabouts, pour insulter les notables, les procureurs, les magistrats. Ça, c'est notre problème. Donc voilà deux cas. Si on les étudiait aujourd'hui, on verra que l'homme Assane Diouf est un problème. Je crois que c'est un cas clinique quand même intéressant, hein, que les gens doivent se pencher sur l'homme pour voir pourquoi il fait ça. On m'a dit que j'ai appris, je ne sais pas si c'est juste, il vit aux États-Unis pendant 6 ans et il n'a pas ces documents. Quelqu'un qui n'a pas ces documents, est-ce qu'il a besoin de faire tout ce bruit-là, hein, pour se faire distinguer? Il l'a fait, pourquoi il le fait? Est-ce qu'il ne veut pas poser son problème pour avoir ces documents? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il le fait? C'est un problème. Moi, je dirais sérieusement, très sérieusement, l'homme Assane Diouf vous pose des problèmes. Mais je crois que c'est un cas douloureux et il ne doit pas, hein, quelles que soient les raisons, utiliser les réseaux sociaux pour insulter les gens. Pour son arrestation. Je suis entièrement d'accord pour son arrestation. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais, où qu'il puisse être, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, il est d'abord un ambassadeur de son propre pays. Si tous les Sénégalais qui sont à l'extérieur se mettaient à insulter en utilisant les réseaux sociaux, utiliser
les Sénégalais qui vivent au Sénégal, je pense que c'est extrêmement grave. Oui, Donc, mais le dénoncer en tant que terroriste au point que le FBI déploie 7 véhicules pour l'arrêter, une seule personne, ça quand même c'est grave et cela même peut porter préjudice aux autres Sénégalais qui vivent aux États-Unis. Non, avant, Assane Diouf est parti en 2001. Avant 2001, il y avait combien de Sénégalais aux États-Unis? Ils sont des milliers. Mais aucun n'a été accusé de terrorisme. Aucun n'a été accusé de terrorisme parce que ces gens-là étaient dans leur travail, ces gens-là étaient dans leur foyer en train de mener une vie tranquille sans pour autant utiliser les réseaux sociaux pour insulter les gens. Moi, je suis d'avis que toute personne qui utilise des réseaux sociaux pour dénoncer, pour insulter les gens, quelle que soit son importance, on doit l'arrêter. Mais il est accusé de terrorisme. Parce que là aussi, je crois qu'il est accusé de terroriste. Parce que c'est un terroriste. Moi, je n'ai pas les moyens de dire aujourd'hui qu'Assane Diouf n'est pas un terroriste. Mais il faudrait que nous soyons d'accord sur les termes. Alors vous, voilà, les termes. Qu'est-ce que vous appelez terroriste? Mais voilà, je crois que c'est quelqu'un qui utilise la violence. Qui utilise la violence. Parce que le terroriste, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des attentats. C'est pas seulement qui porte des bombes. Non, le terrorisme. Quelqu'un qui terrorise, selon vous. Quelqu'un qui terrorise. Assane Diouf a terrorisé l'État, les autorités. Oui, il peut être physique comme verbal. Le terrorisme verbal, c'est quand on est de l'autre côté, on utilise des mots violents qui peuvent justement causer des situations de trouble. C'est du terrorisme. Il ne faut pas que... Parce que généralement, les gens pensent que le terrorisme, c'est tout simplement utiliser des armes. Et c'est un acte de... Voilà, posez-vous. Donc, c'est un acte de violence qu'il est en train de faire. Et donc, les gens peuvent le dénoncer et même l'arrêter. Donc, vous ne trouvez pas grave l'accusation de terrorisme, genre? Non, je ne trouve pas grave parce que pour moi, c'est un terroriste. C'est normal parce que... Oui, c'est normal. Vous dites tout à l'heure aussi qu'il faut que les gens se posent des questions. Mais l'État aussi doit se poser des questions, le gouvernement, je veux dire. Parce que Assane Diouf, malgré tout ce qu'il fait, que beaucoup d'ailleurs ne cautionnent pas, les insultes et autres, il était suivi par des milliers de personnes et en direct. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son discours qui intéresse les Sénégalais. Il dit des vérités selon certains. Alors, ne faut-il pas aussi que l'État revoie sa copie un peu? Parce qu'avant Assane Diouf, il y a eu l'artiste Ami Collé et bien d'autres Sénégalais animés par la colère qui l'exprimaient à travers ces réseaux sociaux-là. Oui, mais est-ce que quand quelqu'un a de la colère, est-ce que la solution c'est d'utiliser les réseaux sociaux? Et je crois que quelle que soit la personne, je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la personne qui utilise les réseaux sociaux pour insulter ou bien pour manifester, pour dire que je suis mécontent, je manifeste ma colère en utilisant les réseaux sociaux, je crois qu'il y a une limite à ne pas dépasser. On est d'accord, il faut être d'accord avec moi quand même que Ami Collé a dépassé la limite. D'ailleurs, elle a présenté ses excuses. Aujourd'hui, Assane Diouf a dépassé la limite. Peut-être que demain, quand il sera extradé, il va présenter ses excuses. Donc, je crois que... Parce qu'il sera là, il va être rapatrié au Sénégal? Je ne sais pas, certainement. Je sais que les États, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je sais que certainement, ils vont le demander. Maintenant, je sais que les États-Unis, c'est un pays quand même de liberté. Des gens, je ne peux pas juger à leur place, mais... Et là, on pense aussi, certains pensent que c'est parce que les gens n'ont plus cette liberté-là de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. La liberté d'expression est bafouée au Sénégal. Justement, vous avez été conseiller au Conseil consultatif national des droits de l'homme, c'est bien ça? Oui. Alors, pensez-vous que cette liberté-là d'expression, qui est aussi un droit, est bien respectée au Sénégal? Oui, je pense que... Oui, vous me rappelez, évidemment, c'est vrai que j'ai été membre du Conseil consultatif aux droits de l'homme. Parce que j'étais point focal, précisément. Point focal, du ministère de l'assainissement, de la prévention et hygiène publique. Avec, voilà, et j'ai été le point focal. Parce qu'à l'époque, je crois que c'est le président Abdoulaye Wade qui avait créé le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et c'est l'occasion pour justement de rappeler que c'est Mamba Signan qui était le haut commissaire, puis à son âme, et il avait fait quand même un excellent travail. Je crois que, je ne sais pas si jusqu'à présent, très, très sincèrement, si ce haut commissariat-là existe, s'il n'existe pas, je crois qu'il faut le redynamiser.
parce que c'est un organe quand même consultatif et on avait fait quand même pas mal de choses. Hein. Aujourd'hui, son absence, je pense que, je ne sais pas si ça existe encore, son absence en tout cas porte préjudice au niveau étatique. Hein. Et aujourd'hui, on voit quoi? Ce sont les ONG hein, qui sont accaparés les droits de l'homme. Alors qu'à l'époque, les ONG étaient membres du conseil consultatif. On travaillait en groupe, on travaillait en synergie. Donc je pense qu'il est temps de faire revenir ce haut commissariat-là. Et là, à l'époque aussi, je crois qu'il y avait pas mal de ministères qui étaient membres du conseil consultatif. On se réunissait régulièrement, une fois par semaine, et on débattait de toutes les questions. Il n'y avait aucune question n'était tabou, des questions de torture, toutes les questions. Il y avait beaucoup plus d'entente aussi entre les organisations de défense des droits de l'homme et l'État. C'est la même situation, mais de façon, mais au moins on avait un cadre. Un cadre de discussion, un cadre où toutes les questions étaient soulevées, un cadre d'échange, et je crois que là, on travaillait quand même sur tout cela, et je crois que c'est ce cadre-là aujourd'hui qui manque peut-être au Sénégal. Donc il faut faire revenir ce cadre-là, comme ça les gens pourront discuter sur toutes les questions, et même prévenir sur pas mal de questions, pour essayer de trouver des solutions les meilleures. Donc, je réitère ma question. Pensez-vous justement que cette liberté d'expression, les droits de l'homme de manière générale sont respectés au Sénégal? Je le pense. Vous-même, les journalistes, vous savez très bien que les droits de l'homme sont respectés au Sénégal. Ici, la libre expression, hein, c'est un pays de liberté, un pays démocratique où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Et puis, ce qui témoigne justement de cette vitalité des droits de l'homme, de ces libertés d'expression, c'est la prolifération justement des journaux, la prolifération des radios, la prolifération des partis politiques, la prolifération des associations, des syndicats. Je crois que cela montre quand même que nous sommes un pays de liberté et que le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les conventions par rapport aux droits de l'homme, d'abord au niveau de l'ONU, au niveau de la Charte africaine. Au niveau même du Sénégal, il y a combien d'articles qui consacrent quand même ces libertés d'expression ici au Sénégal, et je pense que c'est extrêmement important. Donc, pour la liberté d'expression au Sénégal, et puis je crois que personne n'est condamné hein, pour dire que celui-là, vraiment, il exagère dans ses propos, etc. Il y a beaucoup qui sont arrêtés pour offense au chef de l'État, entre autres délits. Offense au chef d'État. Vous ne pensez pas que ce que Assou est en train de faire, ce n'est pas de l'offense au chef de l'État? Si. Mais personne n'est arrêté. Dans ses convictions profondes, je ne vois pas un Sénégalais qui est arrêté. Est-ce que vous avez vu un journaliste qui est arrêté pour ses convictions? Non. On ne parle pas des insulteurs. C'est différent. Un insulteur, quelqu'un qui se comporte de manière incorrecte, impolie, je crois qu'il devrait être arrêté. Parce que ça aussi, je crois que ça renforce également notre état de droit. Parce qu'on ne peut pas laisser à chacun de dire ce qu'il veut, on ne peut pas laisser à chacun de faire ce qu'il veut, ce n'est pas bon. Donc s'il y a des gens qui se comportent évidemment d'une manière qui n'est pas, qui ne correspond pas à nos valeurs, je crois qu'il doit être arrêté et corrigé. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons Mamadou Yaya Wane, secrétaire général du Parti indépendant et démocratique. Alors, nous parlons politique. Je disais tantôt que vous êtes un des responsables de la mouvance présidentielle aux Parcelles Assainies. Il y a quelques jours, votre camp a manifesté son souhait de voir l'IGE fouiller un peu la gestion de Moussa Sy, le maire. Et justement, vous avez été conseiller municipal au niveau de cette mairie des Parcelles Assainies. Que reprochez-vous à Moussa Sy, ou est-ce là le début d'un autre règlement de compte politique, bien sûr? Oui, c'est vrai. Vous savez comment j'ai démarré avec l'acte 2, si vous voulez, de la décentralisation en 1996, et j'ai été adjoint maire chargé de l'éducation et tout cela. Et pour mémoire, Moussa Sy était un conseiller municipal. Donc je connais Moussa Sy depuis très longtemps, même peut-être avant la naissance des communes d'arrondissement. Qu'est-ce que je reproche à Moussa Sy? Moi, je ne suis pas conseiller. Peut-être que des conseillers sont
plus indiqué à dire des choses concernant la gestion de Moussassi. Hein. Mais bon, aujourd'hui, avec les élections législatives, ce que je lui reproche, c'est de savoir raison garder. Il a été battu. Il a été battu au niveau de la commune des Parcelles. Il a été battu au niveau du département de Dakar. Je crois que là aussi, il doit être quand même accepter sa défaite. On va jusqu'à demander à l'IGE de fouiller dans la gestion de Moussassi. Et on peut se dire là que c'est le début d'un autre règlement de compte politique, à l'image de ce qui s'est passé avec bien d'autres responsables de l'opposition, notamment Khalifa Sall. Et puis lui, il est proche de Khalifa Sall, donc la coïncidence est vraiment troublante. Non, mais je crois que lui-même avant 2009, il avait demandé à l'IGE de fouiller les comptes Meyaï, du maire Meyaï. Donc, je crois qu'une personne une institution, que ce soit au niveau de la mairie ou bien étatique, ne doit accepter que l'IGE ou bien tout organe de contrôle de venir fouiller dans les affaires. Ça n'a rien à voir avec le règlement de compte. Moussassi gère une mairie. Je crois que lui-même, il devait faire appel à l'IGE ou bien n'importe quel organe de contrôle pour venir fouiller. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je crois que quand on est... Non, c'est le camp adverse qui fait la requête. Alors là, ça peut inquiéter. Ah non, il n'y a rien d'inquiétant parce que ceux qui l'ont demandé, certainement, c'est les conseils municipaux. Oui, mais membres de la mouvance présidentielle. Oui. Notamment le député Alioune Badara Diouf. Ah oui, Alioune Badara Diouf est dans son rôle. Parce que c'est lui, en premier, à plusieurs reprises, j'ai lu dans les organes, il attaquait même Amadouba. C'est lui, en premier, il a demandé à ce C'est de bonne guerre. Si Moussassi attaque Amadouba, c'est de bonne guerre. Si Moussassi attaque Amadouba, il faut permettre aussi... Politiquement, je veux dire. Non, parce que non. Parce que moi, depuis, j'ai suivi. Bon, il a plusieurs fois, il a attaqué Amadouba. Il a même demandé à ce que les gens contrôlent, fouillent dans la gestion de Amadouba. Ça, à plusieurs reprises. De la même manière qu'il accepte que les autres demandent quand même qu'on fouille dans sa gestion. Il ne doit pas être inquiet par rapport à cela s'il n'a fait aucune malversation. Sur l'affaire Khalifa Sall, considéré comme un détenu politique, aujourd'hui ses amis pensent collecter une caution afin qu'il recouvre une liberté, ne serait-ce que provisoire. Alors, cette affaire, vous pensez qu'il y a quelque chose de politique ou vous trouvez que c'est la justice qui fait son travail, c'est tout? Il n'y a rien de politique. Je crois que Khalifa Sall, je ne souhaite pas évidemment qu'il soit là où il est. Si cela dépend de comment il s'est sorti depuis très longtemps. Mais c'est dans sa gestion. Les gens lui ont reproché quand même qu'il y a eu un manquant, je crois, de 1,8 milliard. C'est une question de gestion, ça n'a rien de politique. Je crois que là aussi, au Sénégal, on a tendance de mélanger beaucoup de choses. Les choses qui ne sont pas politiques, on veut qu'elles soient forcément politiques, alors que ce n'est pas ça. C'est une question de gestion. Je crois. Il a fauté, il est en train de payer. Et évidemment, je souhaite qu'il soit jugé le plus rapidement possible pour évidemment qu'il recouvre sa liberté d'action et puis reprendre ses activités normalement. Ça n'a rien de politique. Je crois que vraiment là, il ne faut pas qu'on exagère. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se cotiser pour lui faire recouvrir la liberté et payer sa caution, ça, je ne peux pas me prononcer, c'est à eux de voir. L'année dernière, vous évoquiez une stratégie pour gagner Dakar. Cette fois-ci, pour les législatives, apparemment, c'est fait. Vous avez gagné. Victoire très contestée quand même par le camp adverse. Alors, qu'est-ce qui a été mis en avant, notamment aux Parcelles Assainies avec Amadouba, votre leader, pour en arriver à ce résultat-là? La proximité. Nous avons gagné Dakar, nous avons gagné la commune des Parcelles. Sur 13 centres de vote, nous avons gagné les 10 centres de vote. Bon, c'est une occasion pour moi, d'une manière générale, encore de féliciter très chaleureusement et très sincèrement le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Mon parti l'a déjà fait, mais le cercle des amis de Macky Sall également l'a fait. Maintenant, je vais le faire de vive voix avec votre radio. Vraiment, félicitations, monsieur le Premier ministre, parce qu'il a pu et il a compris. Voilà quelqu'un quand même qui a fait plus de 7 km pendant la campagne électorale et partout où il est allé.
il a expliqué de manière très pédagogique les réalisations du président de la République. Et les gens ont compris. Ce que les gens n'avaient pas compris aujourd'hui avec le Premier ministre, ils se sont tous saisis vraiment du travail considérable que le président a fait par les explications évidemment de Mohamed Boun. Et ils ont voté massivement et il a gagné. Je crois que cela c'est extrêmement important. Et évidemment au Parcelles aussi, nous avons fait la même chose. Mais cette fois-ci, on a fait des visites de proximité dans les maisons. Si je prends l'exemple que je connais, que je maîtrise, parce que moi j'étais le coordinateur de l'unité 13, j'ai visité plus de 535 maisons. Il y a 535 maisons et je suis entré dans toutes les maisons. J'ai fait porte-à-porte, des visites à domicile et le résultat est là. Donc il n'y a pas de tricherie, ce que les gens savent dire. Et nous avons gagné vraiment en utilisant ces deux méthodes, porte-à-porte, visite à domicile et tout cela, en expliquant des vives voix, des réalisations du président de la République. Et ça a porté ses fruits. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre fondateur du Cercle des Amis de Macky Sall. On parle de cette organisation composée pratiquement de responsables politiques issus d'ailleurs, qu'on appelle transhumants. Avez-vous fini par retrouver votre place au sein de la mouvance présidentielle? Et parlez-nous un peu justement de votre apport pour le chef de l'État Macky Sall. Bon, je crois que nous avons organisé une conférence de presse. Je remercie Réumi parce que vous avez été vraiment très bien représenté là-bas. Et c'est vrai, c'est des gens issus d'horizons divers, des gens qui ne sont pas de l'APR. Il y a des gens évidemment de l'APR. Et la particularité de ce mouvement-là, c'est chacun a des rapports personnels avec le président de la République. Oui, si je prends le cas de Baïla, vous savez que Baïla est un ami du président de la République. Si je prends le cas de Moumoudouane, Moumoudouane a des rapports fraternels avec le président de la République. Tout un chacun, je ne peux pas les citer tous, Modibo Diop, des rapports avec le président actuel de notre organisation, Amadou Yorondjaï, chacun a des rapports particuliers avec le président de la République. Maintenant, est-ce que nous avons acquis notre place? Parce que, en parenthèse, le CAMS, Cercle des Amis de Macky Sall, n'est pas d'Ahmed Bokoyakar. Donc, on ne peut pas juger l'apport du CAMS d'Ahmed Bokoyakar. C'est non. Dans ce que fait le président Macky Sall. Par contre, dans ce que fait le président Macky Sall, nous l'approprions et nous expliquons également aux populations ce que le président a en train de faire. Et parfois aussi, on peut prendre des initiatives. Parfois, si on voit que quelqu'un peut intéresser le président ou bien peut apporter un soutien considérable au président de la République, nous le démarchons. Et ça, on le fait et sans moyens.